Bonsoir Jacques, vous vous êtes attaqué il y a 15 jours au dossier des tentations populistes en Europe. Nous avons évoqué dans votre chronique les caractères particuliers et communs à ces partis. Second chapitre ce soir, et entre autres vous allez revenir sur certains éléments de réflexion dont la xénophobie. Et oui, Jean-Louis, je vais commencer par la xénophobie parce que c'est une caractéristique importante de ces partis. Le populisme originel préférait la pureté ethnique au métissage. Il souhaitait un peuple, un territoire, une langue. Aujourd'hui, sa préférence nationale est plus relative et plus présentable. Ce sont les excès qu'il condamne. L'immigration massive, concentrée dans l'espace et provoquant un sentiment de dépossession des autochtones, c'est-à-dire nous-mêmes, ou concentrée dans le temps sans préserver une période d'accoutumance, comme pour les pays scandinaves, parce que les autres sont souvent d'anciens pays colonisateurs et ils connaissent l'immigration de longue date. Et trop souvent, ces migrations se font en toute illégalité. Alors cette phobie concerne aussi les migrations internes à l'Union européenne. Rappelons-nous le plombier polonais. Et l'on découvre des incohérences de certains États. Par exemple, la Grande-Bretagne, favorable de longue date à l'immigration, a préconisé une politique d'élargissement au galop, au point que sa population, étant aujourd'hui saturée, elle envisage de quitter l'Union européenne pour mettre fin aux immigrations de l'intérieur. Vous voyez quelle inconséquence. Les conflits culturels, sentant moins le soufre, se substituent à la préservation ethnique. L'islam devient la deuxième religion en Europe, mais surtout prétend islamiser certaines pratiques traditionnelles de la société civile, laïcisée de longue date. Pour s'y opposer de façon politiquement correcte et moderne, le populisme nouveau brandit des arguments à la mode et empruntés à ses concurrents, comme l'égalité homme-femme et plus généralement la défense de la condition féminine. On a évoqué la xénophobie, peut-on aussi évoquer le nationalisme et l'anti-mondialisation ? C'est un autre trait important de ces partis. Le populisme est opposé à la mondialisation, car celle-ci est perçue comme une menace pour les États, pour les nations et pour les acteurs économiques. Elle menace les États de dépossession démocratique, d'expropriation de son autorité économique d'abord, politique ensuite. En économie ouverte, les acteurs mondiaux se multiplient, dépassent en dimension celle des États. Et les interdépendances explosent en conséquence, réduisant le rôle des États en termes d'orientation économique et de protection sociale surtout. Elles menacent les nations de dilution dans un espace régional plus vaste, par exemple l'Union européenne, et de perte d'identité nationale et d'homogénéité culturelle par une submersion migratoire. Par ailleurs, si l'État-nation est le modèle de l'Europe occidentale, c'est moins le cas en Europe centrale et orientale, ni d'ailleurs dans les pays des anciens empires coloniaux. Les perturbations que nous connaissons aujourd'hui en témoignent. Parfois même s'y ajoute, au terme du traité du Trianon, le traumatisme d'amputation de territoire d'une petite Hongrie au bénéfice d'une grande Roumanie. Et ça explique un peu le succès de Viktor Orban aujourd'hui. Au demeurant, le modèle occidental est menacé par les séparatismes régionaux, comme l'Écosse ou la Catalogne. Elle menace les acteurs économiques de disparition de l'État-providence par une recherche permanente et sans limite de compétitivité et d'un déplacement de l'économie monde, pour reprendre les termes de Brodel, de l'ouest vers l'est. Le centre de gravité économique se déplace dans le monde. La destruction créatrice, moteur du développement selon Schumpeter, est d'abord perçue, comme le dit Luc Ferry, comme une innovation destructrice, obligeant sans cesse l'acteur économique à une mobilité géographique, professionnelle et intellectuelle dans une société particulièrement inégalitaire. Alors peut-on dire aussi que tous ces partis populistes européens ont comme ligne de conduite cette anti-Union européenne, cette idée d'être contre l'Union européenne ? Bien sûr, ce sentiment d'anti-Union européenne est la synthèse de ce que nous venons d'évoquer. C'est le grand épouvantail. Même si certains populismes sont favorables à la civilisation européenne, c'est pas l'organisation. Ils sont opposés à la construction européenne, considérée comme le cheval de Troie de la mondialisation. Les souverainistes, en plus, n'acceptent pas le transfert de pouvoir, surtout régalien, que cette construction implique, car ils estiment que la légitimité du pouvoir et la solidarité de son exercice ne peuvent résulter que d'une proximité enracinée dans un territoire et dans la durée, voire d'ailleurs enracinée dans la nature de la nation. Ces partis ont en commun un comportement et un style. Alors, ils sont attrape-tout, opportunistes, on l'a vu. Ils pratiquent une rhétorique démagogique et outrancière qui prend systématiquement à partie la personne même de
de ses interlocuteurs ou de ses adversaires. Alors que peut-on dire, Jacques, en conclusion de ce lourd dossier consacré à ces partis populistes européens? Deux choses principalement, Jean-Louis. Conséquences d'abord et que faire ensuite. Alors, conséquence de cette montée du populisme qui conteste l'existence même de l'Union européenne, affaiblit cette dernière dans ses rapports, alors notamment en rapport de puissance avec la Russie, confrontation en ce moment, avec les États-Unis, avec l'islam. Elle affaiblit la France dans l'Union européenne, à la fois par le symbole, tout d'abord, d'un pays fondateur qui confère la première place à un parti europhobe, puis ensuite par les mathématiques, parce que les 23 députés du Front National ne pèseront jamais dans les décisions prises par la coalition majoritaire au Parlement européen, puisqu'ils sont dans l'opposition, alors que les Allemands pèseront de tous leurs députés dans les décisions qui seront prises parce qu'ils sont dans la majorité. C'est prendre l'autoroute de l'histoire à contresens pour défendre efficacement la nation. Mieux vaut militer pour la Fédération d'États-nations de Jacques Delors. Et finalement, que faire? C'est la grande question. Laurent Fabius, lorsqu'il était Premier ministre, l'avait bien dit, le Front National pose de vrais problèmes, mais propose de fausses solutions. Cela demeure vrai aujourd'hui du populisme européen. Il faut écouter les électeurs, leurs inquiétudes, leurs critiques et leurs demandes. Il faut faire face collectivement. Et je rappelle que faire face, c'était la devise de Guinemer, qu'on ferait bien de ne pas oublier aujourd'hui. Il faut faire face collectivement, solidairement, sans tabou ni sanctuaire, à tous les véritables problèmes auxquels nous sommes confrontés, sans déni de réalité, sans procrastination. Il faut comprendre, analyser, approfondir, puis décider, réagir, appliquer. Réorienter l'Europe est une nécessité. Prendre un nouveau départ, une opportunité. Et les européennes de 2014 en sont l'occasion. Alors, avec Jean-Louis Bourlange, nous pouvons souhaiter que l'autruche relève enfin la tête. Merci Jacques pour ce dossier complet sur les populismes en Europe. Un dernier mot, on peut retrouver évidemment vos chroniques et pouvoir les commenter sur un site dédié. Oui, il s'agit du mouvement-européen-lorraine.fr. Et pour entrer en contact, vous allez sur l'onglet Contact.